Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le débrief. Le Maroc traverse une semaine où diplomatie, gouvernance, économie et sport s'entremêlent et dessinent une image claire, celle d'un pays qui assume ses choix, affirme sa souveraineté et consolide son modèle. Alors sur le plan régional, la position marocaine se précise. Ouverture lorsqu'il s'agit d'apaisement, fermeté lorsqu'il s'agit de sécurité territoriale. Au même moment, l'Algérie tente tant bien que mal de se repositionner dans le dossier du Sahara. Alors est-ce un réalisme ou une vaine stratégie de communication face aux signaux diplomatiques tangibles favorables au Maroc? Mais globalement, le Maroc porte une voix exigeante. Urgence climatique, transition énergétique, régulation du numérique et consolidation démocratique. Les institutions évoluent, les règles changent, les enjeux s'intensifient. Sur le terrain économique cette fois, le financement de l'économie et l'attractivité des capitaux deviennent centraux alors que les alliances internationales se redessinent au gré d'engagements financiers sans précédent, notamment dans une région en particulier, le Golfe. Et au milieu de toutes ces séquences, un souffle d'unité nationale, ce sacre d'Achraf Hakimi et de Rizlan Chebba qui confirme l'impact concret d'une stratégie sportive pensée au plus haut niveau de l'État. Alors ce soir, on analyse ces dynamiques avec trois regards, celui de l'entreprise, celui des relations internationales et celui du terrain médiatique. Nos invités vont nous aider à décoder ce nouveau tempo marocain. J'ai plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau du débrief le consultant en entreprise Hicham Ben Saïd Alaoui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ravi, merci beaucoup. Et avec nous aussi l'expert en relations internationales, Hafid Boutaleb, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter encore une fois et un plaisir renouvelé d'accueillir mon confrère, éditorialiste, rédacteur en chef économie au quotidien L'Opinion, Soufiane Chahid. Bonsoir. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Marhaba bik, bienvenue parmi nous. On va commencer avec ce premier verbatim. Il nous vient de New York. Il s'agit du représentant permanent du Maroc à l'ONU, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Omar Hilal, qui répondait aux questions du journaliste de BBC Arabic. Je cite Omar Hilal, « La ligne marocaine actuelle est ouverte lorsqu'il s'agit d'améliorer les relations avec Alger et ferme face aux provocations du Polisario. Nous visons un accord avec toutes les parties afin de clore définitivement ce dossier. Cet objectif ne peut être atteint que dans le cadre de l'ONU et après l'adoption d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité consacrant un accord contraignant pour tous. » Commentaire d'abord, Hafid Boutaleb, sur cette déclaration de notre représentant permanent à l'ONU. Elle s'inscrit dans la droite ligne des déclarations de Staffan de Mistura qui parle du travail. Il faut commencer maintenant les négociations. Et à ce qu'on a pu entendre, c'est rendez-vous est pris pour janvier. Donc le mois de décembre, tout le monde va souffler un peu. Mais au mois de janvier, vraiment, on s'attend à mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire avoir en face des contre... les pieds à l'étrier, parce que les pieds dans le plat, je ne sais pas où... Oui, si vous voulez. Mais, et ce n'est pas la signature de la diplomatie marocaine. Effectivement, non, mais pas pour nous. Mettre les pieds dans le plat, je crois qu'on a, mais pas pour nous, un bon exemple pas très loin. Effectivement, pour les contreparties mentionnées dans la résolution 2797, notamment l'Algérie et le Polisario. C'est-à-dire qu'on les attend en janvier avec des propositions concrètes concernant la résolution de ce conflit sur la base de cette résolution, notamment autour du plan marocain d'autonomie, et surtout débattre et négocier sur une issue avant avril 2026, puisque c'est à ce moment-là qu'il y aura un rapport de Staffan de Mistura au Conseil de sécurité pour évaluer à mi-chemin entre octobre et octobre, donc l'an prochain, évaluer l'évolution des négociations. Et c'est sur ça que ça va se jouer. Il y aura 3-4 mois. Apparemment, les États-Unis se présentent déjà pour pouvoir accueillir ces négociations-là. Exact. Et donc, voilà, c'est les prochaines étapes concrètes. Soufiane Chahid, les prochaines étapes concrètes et surtout le Maroc de rappeler que ça se tiendra et qu'il tient à ce que le cadre soit celui des Nations Unies. Le cadre, il a été défini par la résolution 2797, exact, qui est l'autonomie sous souveraineté marocaine.
Après, le Maroc entre dans ces négociations avec bonne foi parce qu'on lui a demandé de détailler le plan d'autonomie. C'est ce qu'il est en train de faire. Oui. On a vu la dernière réunion entre les conseillers royaux, des représentants du gouvernement et les partis politiques représentés au Parlement pour avoir le plus de propositions et de consensus autour d'un plan d'autonomie détaillé. On attend la même bonne foi de la part du Polisario et encore plus de la part de l'Algérie parce que quand même, il ne faut pas faire traîner ces négociations. Sinon, s'ils sont de mauvaise foi, je pense qu'Omar Hilal a raison. Il faut un peu les contraindre et leur mettre un peu la pression. Et une diplomatie royale marocaine ferme donc, mais qui reste ouverte à la réconciliation avec l'Algérie, Hicham Ben Saïd Alaoui, avec aussi cette main tendue du souverain pour le peuple algérien, mais aussi pour le chef de l'État algérien, afin qu'on puisse atteindre cet objectif de développement commun, notamment dans cette région du Maghreb, avec les 5 pays qui forment cette union du Grand Maghreb. En fait, son Excellence a fait ici d'une pierre deux coups, un cours magistral en communication, un cours magistral en droit. On peut rajouter même un troisième coup, un cours magistral en relations géostratégiques. Parce que lorsqu'on fait un peu d'exégèse, même avec une vue d'hélicoptère, le mot accord est cité 2 fois, on parle de clore définitivement toutes les parties dans le cadre de l'ONU, nouvelle résolution, c'est-à-dire c'est très structuré, très clair, qu'on pourrait mettre en parallèle avec certaines interventions que j'ai pu suivre sur d'autres médias, notamment français, de certains de nos voisins, où on était sur le règne de l'émotion, que je ne m'explique pas parce que techniquement, ça ne les concerne pas directement, ils étaient sur le règne de l'émotion. Et là, nous, pour qui il est question de récupérer une partie de notre territoire, on est dans la légalité, on est dans le droit, on est dans le calme, ne serait-ce que la photo d'illustration, on est dans le calme, face à quelqu'un de pragmatique, de posé, de légaliste. Et ça, quand un Européen, un Occidental, un Américain, un Chinois, un Russe lit ça, il se dit c'est des gens qui veulent un accord avec tout le monde, qui veulent le faire dans le cadre de la légalité, qui inclut l'ONU, qui ne veulent se faire d'ennemis dans le dossier, ni se faire d'amis outre mesure, ils veulent juste la légalité. Et ils sont prêts à accepter un accord contraignant, y compris pour eux. Que dire de plus ou que reprocher à une telle déclaration? Je pense que c'est un modèle du genre. Et son Excellence Omar Hilal est l'exemple type des grands hommes d'État marocains qui ont beaucoup fait pour le pays au cours des dernières années. Et cette déclaration, loin de toute flagornerie ou toute fanfaronnade de sa part, elle, comme l'a dit Sebo Taleb, il se projette dans le cadre du travail, de la résolution, en rappelant également le cadre, en rappelant l'inclusion de tout le monde. Moi, quand je vois ça en tant que Marocain, je suis très fier de ce type de déclaration. Et il rappelle aussi que la sécurité du territoire reste une limite non négociable. Et puis, on a cette volonté algérienne de se repositionner avec cette déclaration du chef de la diplomatie algérienne qui annonce que l'Algérie est prête à jouer le rôle de médiateur entre le Maroc et le Polisario. Commentaire, Sofiane Chahid. De toute façon, ils ne sont pas que soutien aux négociations, ils sont partie prenante et ils sont même la principale partie prenante parce que, oui, disons-le franchement, ce conflit, ce n'est pas un conflit entre le Maroc et le Polisario, c'est un conflit entre le Maroc et l'Algérie. Et comme l'avaient expliqué les émissaires de Trump pour l'Afrique, les négociations pour un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie, il avait fixé, je pense, le délai d'1 mois. 2 mois, voilà. 2 mois, il y a plus ou moins 1 mois, donc il reste 1 mois. Donc il reste 1 mois. Et donc la résolution du conflit du Sahara est la condition pour une normalisation des relations entre le Maroc et l'Algérie. Donc je pense que l'Algérie est une partie prenante et qu'elle doit assumer son rôle de détenir les clés de la résolution définitive de ce conflit. L'Algérie, en tant que médiateur, comment décortiquer, décoder cela dans le langage diplomatique et des relations internationales? Hafid Boutaleb. On ne peut pas être jugé parti. L'Algérie, comme le dit Chahid, c'est la principale partie prenante. Lorsque l'Algérie dit que le Polisario est totalement indépendant, vous savez, dans l'exercice démocratique, lorsqu'un homme politique reçoit un cadeau, on s'interroge sur son indépendance. Que dire de 50 ans à être nourri, armé? Évidemment qu'ils ne sont pas indépendants. Le Polisario n'a aucune marge de manœuvre. Le Polisario n'est qu'un pantin entre les mains d'Alger. Aujourd'hui, il est temps. On veut bien écouter la voix à partir du Tindouf, mais le plus important pour nous, c'est le son de cloche à Alger. Et jusque-là, c'est un son de cloche très décevant, disons-le.
sur la communication aussi, puisque vous parliez tout à l'heure de communication, cet exercice de communication d'Alger sort un peu de l'habituel, Hicham Ben Saïd Alaoui. Là, c'est tout simplement gênant. Parce que quand on lit le texte de la résolution, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a 3 pays et une entité, pour rester poli, on va l'appeler entité, qui sont cités. Nommément le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie, qui sont nommés. Et de l'autre côté, l'entité que tout le monde aura reconnue, qui est le Polisario, tristement célèbre. Et lorsque vous êtes cité dans une résolution onusienne et que vous n'avez toujours pas compris que vous étiez parti, vous ne pouvez pas être au milieu. Médiateur, ça vient du latin, mais étymologiquement, medius qui est au milieu. Vous n'êtes pas au milieu, vous êtes dedans. C'est très compliqué. Et pourquoi je parle de... C'est embarrassant ou gênant? Parce que quand j'avais 5-6 ans, je découvrais la télé marocaine, par exemple, il y avait beaucoup de téléfilms américains. Et on voyait le concept de récuser un juré parce qu'il ressemble peut-être à la victime ou il ressemble à la défense. Et ça, je pense très modestement l'avoir compris à 5-6 ans. Je disais, OK, si quelqu'un n'est pas tout à fait neutre ou peut avoir quelques proximités avec quelque partie que ce soit, ce n'est pas forcément la partie idoine pour être médiateur. Et donc là, quelqu'un d'aussi expérimenté que la personne en présence, qui a été un très bon chef de la diplomatie il y a quelques décennies, venir avec cette déclaration, là, honnêtement, je suis sans voix. Je suis assez abasourdi. On réussira toujours à me surprendre dans ce dossier. Donc, de ce point de vue-là, c'est impressionnant. Comme le disent les jeunes d'aujourd'hui, c'est la gênance. Oui, c'est gênant. C'est gênant. Nous allons passer à présent à un autre chapitre. Hafed Boutal, vous revenez de Belém. Vous avez assisté à cette COP30. Oui, oui. Alors avant de vous faire réagir, ou en tout cas à l'une des multiples, je pense qu'il doit y avoir au moins une centaine de déclarations à prendre à l'issue de cette COP30 qui s'est tenue donc à Belém au Brésil. D'abord, un retour sur expérience sur cette COP30. Hafed Boutal, êtes-vous optimiste quant à l'avenir de notre planète? Alors, toutes les COP, j'en sors très optimiste. C'est un événement important. Ça vous ressemble. Qui réunit vraiment une expertise de très haut niveau de partout de la planète. Oui. 30 000 délégués à qui on reproche les émissions de CO2. Il ne faut pas, parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui prennent l'avion tous les ans. Il faut bien se réunir. Hein. C'est les plus légitimes à prendre l'avion. Ce sont les délégués de la COP. Et à se réunir pour échanger sur comment essayer de, non pas que le CO2, mais la protection du vivant, d'abord la mesure de ce qui se passe, mesurer l'état des lieux, et la protection des espèces, des océans. Donc c'est vraiment pléthorique, ça parle de plusieurs sujets, la cryosphère, Qu'est-ce que c'est que la cryosphère? Là, vous n'êtes pas avec des experts. Hein, oui, la cryosphère, c'est tous les glaciers, par exemple, des montagnes. Et je vois Sibin Saïd qui hoche la tête, effectivement. Donc c'est ça. Et c'est un événement capital qui aussi interroge sur la relation Nord-Sud. C'est ça le cœur de la COP, c'est ça. C'est une réinvention de la relation Nord-Sud puisqu'il y a une justice climatique en jeu. Il faut redistribuer les fonds puisque le Nord a bien profité. Il faut déjà débloquer pour redistribuer. Hein. On a vu c'est en cours. Il y a eu des engagements de 100 milliards de dollars. 300 milliards de dollars. Combien ont été déjà engagés par Non, je n'ai pas vraiment le chiffre, mais ça prend parce que c'est à l'horizon 2035. Oui. Donc c'est sur 10 ans. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que la montagne accouche d'une souris. Hein, souvent, c'est pas vrai. Sur ces COP. Non, c'est pas, la COP n'est pas l'unique endroit où tout va se jouer. Il y a plusieurs sommets régionaux. Il y a ce sommet, on se souvient du sommet sur les océans tenu par Emmanuel Macron récemment. C'est pas que, mais c'est le moment le plus important. C'est là où les décisions les plus importantes vont être prises. Maintenant, elle n'est pas contraignante, cette COP. C'est ça le vrai souci. Du coup, il y a moins de concret. Alors, ce qui est malheureux, c'est que ça reste un lieu de déclaration. Voilà. Et une fois la COP révolue, les déclarations s'assoupissent au profit d'autres événements qui se succèdent dans l'actualité. Cela étant, il y a des réalisations. On peut constater que les émissions de CO2 sont en train de se plafonner. Il n'y a plus la même augmentation de ces émissions comme cela a été dans la décennie 2010, 2020 et même la décennie avant. Il y a des rassemblements concrets autour, par exemple, des fast pollutants, c'est-à-dire les émissions non CO2 qui polluent l'ozone et qui menacent l'ozone et puis polluent aussi l'atmosphère. Et tout ça, c'est très concret et c'est mené par des pays comme la Chine, le Brésil. Ce ne sont pas que des pays insulaires ou des pays modestes. Ce sont des géants aujourd'hui. Les États-Unis, malheureusement, se sont retirés, mais l'Union européenne est plus que jamais présente. Et ça, il faut s'en féliciter.
parce qu'il y a des mesures concrètes qui en sortent. Maintenant, pour nous, en tant que Marocains, Alors justement, et on va y revenir. oui, on va, puisque vous évoquez le Maroc, on va prendre, bien sûr, ça nous concerne, la déclaration de notre ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benelli, en marge de la COP, qui déclarait « Seules des actions tangibles et ambitieuses permettront de restaurer la confiance dans le multilatéralisme, car dans ma région du monde, le seuil des 1,5 degrés n'est plus une simple alerte, il a déjà été dépassé depuis des années. » Fin de la déclaration, enfin, en tout cas, d'une partie de la déclaration de Leila Benelli. Donc le Maroc... Un pays comme le Maroc a la légitimité de demander plus de fonds. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous parlons de l'article 9,1 plutôt de l'accord de Paris, qui incite les pays du Nord à financer le Sud. Cela étant, pour le moment, ces financements traînent. Vous parliez tout à l'heure des 100 milliards. En réalité, les 100 milliards ont été fixés par l'accord de Paris en 2015. Elles devaient être 1300 milliards à bas coût. Ce n'est que 300 milliards qui ont été retenus. Et pour le moment, on ne peut pas dire à l'issue de la COP combien, pour le moment, ont été concrètement mobilisés. Mais là où la ministre a beaucoup insisté, c'est qu'un pays comme le Maroc a besoin de presque 9,6 milliards pour tenir 9,6 milliards de dollars de contributions venant des pays du Nord qui, préférablement, ne seront pas sous forme d'endettement pour ne pas alourdir notre endettement national et maintenir notre émancipation économique au rythme où elle va. Et là-dessus, c'est capital. Et malheureusement, ce que l'on peut constater, c'est qu'au-delà des effets d'annonce, souvent, ce n'est pas la COP à incriminer, ce sont les exécutifs qui participent à la COP, donc les puissances. La COP est un événement tenu par les Nations Unies. Les Nations Unies, vous le savez, ont une limite. Ils ne sont pas contraignants et n'ont pas intérêt à devenir contraignants. Donc là-dessus, attendons de voir peut-être demain, après-demain, parce que vraisemblablement... Après-demain, il faut attendre vraisemblablement, voilà, ça va... Le gouvernement change aussi. Non, quand je dis demain, c'est par rapport à l'issue de la COP, oui. Ce qui sera retenu. Oui. Il y a des mesures déjà concrètes comme le Forever Forest Fund, promu par Lula da Silva, président brésilien, pour préserver la forêt. Faire en sorte que l'Amazonie et les forêts équatoriales continuent. Et nous verrons... Le Brésil aussi, c'est un pays de contraste. Puisque déjà le fait que cette COP se tienne à Belém, et qu'on sache ce qui est fait à cette forêt amazonienne au profit... Effectivement, et vous avez vu cette émeute des populations autochtones qui n'ont pas été associées. Exact. Et qui maintenant, depuis la deuxième semaine, sont plus associées. Le président de la COP, Martin Thiel, est sorti pour s'adresser à eux. Mais c'est vrai que c'est là-dessus un enjeu qui va devenir de plus en plus important au fur et à mesure des années. Alors l'autre enjeu important, c'est une des innovations qu'avait évoqué la ministre, c'est l'utilisation d'indicateurs de coût d'atténuation en dollars par tonne de CO2 réduite par secteur, prenant en compte des rendements réels sur investissement. Comment comprendre cela en termes... beaucoup plus simple pour le commun des mortels, Hicham Saïd Alaoui? Je pense qu'il est tout simplement question d'un dédommagement pour préjudice causé par une augmentation des émissions de dioxyde de carbone notamment, qui vont impacter l'ozone, c'est-à-dire le O3. C'est-à-dire même pour faire de la chimie de base, vous avez l'oxygène, le dioxygène et l'ozone qui est O3 et qui est un élément quasiment aussi vital que le serait l'azote par exemple ou l'oxygène. C'est très très sérieux ce qui se passe. J'aime beaucoup la déclaration telle que je la lis, parce que Madame le ministre a des mots très forts. Elle parle de restaurer la confiance. Sous-entendu, la confiance est rompue. Parce que si on prend des indicateurs très simples, sur les indicateurs par exemple de production manufacturière dans le monde, dans le top 10, vous avez la Chine, vous avez le Japon, vous avez la Corée du Sud, vous avez l'Allemagne et les États-Unis bien entendu, la France, l'Italie, vous n'avez aucun pays africain. Le premier pays africain, sachant qu'on a beaucoup de pays extractifs, du type Nigeria ou Afrique du Sud ou même Égypte, ou bien nous basons nos business models sur du tourisme, sur des transferts de résidents à l'étranger, de la diaspora de différents pays. On n'est pas vraiment concerné par les facteurs qui induisent ce réchauffement climatique notamment. Et donc, nous sommes quelque part en très mauvaise posture dans cette équation, parce que vous avez des pays qui produisent, et non seulement des pays qui peuvent, à l'occasion d'une canne, prôner le vrai en disant qu'ils vont faire des efforts, qu'ils vont dédommager, etc. Mais lorsque vous voyez de l'autre côté toute l'industrie, par exemple, du fast fashion, et vous voyez des gens qui vont faire parcourir des centaines de milliers de kilomètres tout au long de l'année à des produits qui auraient une durée de péremption en termes de mode et d'appréciation par les jeunes de quelques jours, on ne parle même plus de quelques semaines, c'est-à-dire la mode aujourd'hui ne passe même pas la future saison.
on parle d'une mode qui sera obsolète dans peut-être 2 semaines, 3 semaines, avec les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux, les fameux trends, etc. Et donc, on ne peut pas d'un côté nous dire on va faire des efforts, on va dédommager les gens, et de l'autre côté continuer à produire des choses. Je veux bien si on produit des voitures, si on produit des choses, des centrales, des choses qui vont servir une économie. Mais alimenter un système consumériste à destination de populations vulnérables parce que jeunes, ou bien vulnérables parce que désœuvrées, et nous dire « Ah, mince, finalement, il fait chaud », et le plus beau de l'histoire, ce ne sont même pas les pays qui produisent qui paient la facture, ce sont des pays comme les pays africains, et ne serait-ce qu'en termes d'impact, en espérant que très pragmatiquement, et j'allais dire très laidement, que ça fasse réagir, parce que quand vous avez des dizaines de millions de réfugiés, de déplacés climatiques, en provenance de l'Afrique et qui se retrouvent en Europe, j'espère qu'enfin l'Union européenne comprendra le message en se disant ce n'est pas tant un sujet de guerre ou un sujet de famine, c'est basiquement un sujet d'impact négatif de la surproduction à l'autre bout de la planète et il serait de bon ton, non pas de dédommager les gens, mais tout simplement d'arrêter et revenir à des fondamentaux de bon sens, la pyramide de Maslow. Est-ce qu'on a de quoi boire, de quoi manger, de quoi se protéger ? On n'est peut-être pas obligé d'avoir 15 smartphones par an et de changer de voiture tous les 6 mois. Je pense que ce business model, alimenté par des films, qu'ils soient américains, chinois et autres, est en train de mener cette planète à sa perte. Alors, on va ouvrir le chapitre démocratique à moins d'1 an des élections législatives dans notre pays. Le ministre de l'Intérieur rassure, les sanctions des élections ne restreignent en aucun cas la liberté d'expression. C'est Abdouafil Ftit qui se prononçait donc par rapport au durcissement des sanctions sur les actes qui pourraient porter atteinte à la crédibilité et l'intégrité de ces élections. Le ministre de l'Intérieur déclarait « Le projet introduit un nouvel article 51 bis qui criminalise l'utilisation des médias de communication moderne pour diffuser ou distribuer un montage composé des paroles ou de l'image d'une personne sans son accord, ou publier ou distribuer des fake news pour mettre en cause la crédibilité et l'intégrité des élections ». Fin de la citation du ministre de l'Intérieur, Abdouafil Ftit. Les nouvelles régulations, c'est un renforcement de l'exercice démocratique ou de la confiance démocratique, mais comment sans limiter l'espace public ? Bon, je vais m'adresser bien sûr aux professionnels des médias qui est avec nous, Soufiane Chahid. Dans la première version de cette loi qui a été adoptée en Conseil des ministres, il y a des sanctions très très lourdes pour la diffusion de fake news qui sont de 2 à 5 ans de prison et de 50 000 d'amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ce qui est très très fort. On verra si le texte tel qu'il est sera adopté. De toute façon, bien sûr, on est tous contre les fake news et l'adoption la diffusion de fake news, surtout quand ça touche à la dignité des personnes. Mais encore une fois, qui détermine ce qui est une fake news et ce qui n'est pas une fake news, ce qui est une opinion et ce qui est une information? Là, je pense qu'il faut aller un peu plus dans le détail de ce qu'on veut dire et de qui va juger qu'est-ce qui est une fake news pour ne pas que cette loi soit détournée à des intérêts qui ne sont pas très démocratique. Très démocratique. Faites Boutaleb un commentaire sur cette nouvelle régulation du numérique et de la communication. Est-ce que c'est un changement de la doctrine institutionnelle? Ce que je peux dire, c'est que les élections de 2026 vont être scrutées parce qu'il y a la Coupe du Monde. Il y a cette résolution sur l'autonomie. Hein. Donc, il y a intérêt à ce que ces élections se passent excellemment bien. Le meilleur de l'histoire du Maroc. Et là-dessus, ça passe effectivement par renouveler et réadapter la législation et prendre en compte tout l'aspect des réseaux sociaux, du digital. Depuis 2008, Obama avait été élu par le digital. C'est la première élection où Facebook avait été utilisé. Ensuite, Cambridge Analytica, etc. avec Trump. Bon, après, Facebook dans toutes ses formes. Hein. Il n'y a pas que Facebook sur la campagne, il y a aussi l'utilisation des données personnelles. Oui, bien sûr, mais de toute façon, Facebook... D'où ce que vous citiez de Cambridge Analytica. Oui, voilà, exactement, Cambridge Analytica en 2016. Donc, effectivement, il faut que la législation suive. Hein. Le monde a radicalement changé et effectivement, le Maroc a intérêt à réussir brillamment ce rendez-vous électoral en 2026. Vous pensez que les médias de communication modernes, ou les réseaux sociaux pour être un peu plus clair, vont peut-être changer la donne pour 2026? Ça dépend des partis, de la stratégie des partis, mais en tout cas, bon, aujourd'hui, les on est milliards tous... qui sont mis à...
mis sur la table en termes sur les réseaux sociaux, on est tous de campagne. Mais en 2021, il faut rappeler que le parti qui a gagné, le RNI, avait beaucoup misé aussi sur les réseaux sociaux, ça a porté ses fruits. Oui. Hicham Saïd Alaoui. Il y a plusieurs motifs de satisfaction dans cette déclaration. Tout d'abord, on se rappelle tous que M. El Ftit avait été nommé sorte d'arbitre des élections à venir. Et le fait qu'il se manifeste quasiment 12 mois au préalable avec un arsenal juridique beaucoup plus proactif que réactif, ça montre bien justement pour rassurer Sebo Taleb que nous allons dans le bon sens et je pense que ces élections devraient être les meilleures élections de notre histoire. Autre chiffre que j'aimerais rappeler, en 2021, l'abstention avait été quasiment de 50%. C'est-à-dire qu'un votant sur deux s'était prononcé pour les optimistes et 1 sur 2 ne s'était pas prononcé. Au passage, moyenne nationale sauvée par les provinces du Sud, où il y avait des pourcentages de vote et de participation entre 65 et 70%. Donc, chapeau à nos provinces du Sud qui ont rehaussé la moyenne nationale. Et donc, si on entend cette petite musique ici et là, tout ceci ne sert à rien, il y a beaucoup de gens nihilistes dans ce domaine. Là, je pense que la réponse de M. El Ftit est parfaite pour dire déjà que c'est compliqué de faire adhérer des gens pour aller voter, puisque factuellement, nous avons eu quelques années du 45% de participation, du 50% les bonnes années, pour pousser les gens à voter et pour enlever cette fausse petite musique qui, le plus souvent, complètement injustifiée, en tout cas non étayée, non argumentée, dire si vous voulez relayer des informations, il n'y a aucun problème. Des informations non argumentées, non étayées, on m'a dit que, j'étais assis à une terrasse de café, on m'a dit que. Auparavant, avant les réseaux sociaux, ce type de dommage était cantonné aux 3 tables environnantes. Là, aujourd'hui, malheureusement, ça circule, ça reste, et ça fait un tort fou à la crédibilité des élections, crédibilité des partis. On n'a pas besoin de ça. Je pense qu'on a besoin de crédibilité. Et je pense, c'est peut-être mon côté naïf, je pense qu'il y a beaucoup de gens passionnés dans tous les partis qui essaient de faire des choses, et ce serait dommage de véhiculer cette fameuse petite musique qui consisterait à relayer des fausses informations. Et le pire, c'est les montages sans l'accord de la personne. Et moi, je serais partisan que ça s'étende au-delà même des élections. Parce que les réseaux sociaux ont fait beaucoup de tort. Ouais. Mais au passage, on a beaucoup parlé de réseaux sociaux. Quand je vois une institution mondiale de la presse comme la BBC, et je vous rappelle ce qui s'est passé avec le discours de Trump. Donc on se dit que ce n'est pas forcément l'apanage des réseaux sociaux. En gros, c'est les fake news et les éléments qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas argumentés. On m'a dit que, je pense que, etc. Ça, je pense que ça fait beaucoup de tort à tous les domaines. Et donc là, autant peut gloser peut-être sur une certaine sévérité de la coercition, mais sur l'orientation, moi je suis très partisan d'une certaine moralisation de l'entourage de la vie politique. Et pour une fois que c'est quand même un des exemples de la liberté de la presse, en tout cas ce qu'ils appellent liberté de la presse, mais en tout cas, ils se sont donné la liberté de faire un montage pour porter préjudice à un chef d'État. Donc, et ce scandale de la BBC avec ce discours de Trump après l'élection de Biden et qui a mené à la démission des 2 grandes figures de la chaîne britannique, enfin du mastodonte de médias britanniques, la BBC, la semaine dernière. Alors, vous avez parlé de nihilisme. Cela a été cité par un homme politique cette semaine. Il s'agit du président du groupe de Rassemblement national des indépendants, les RNI, à la Chambre des représentants, Mohamed Choukri, qui parle de nihilisme de certaines franges de l'opposition. C'est la chose la plus dangereuse selon lui. Le nihilisme ne construit pas, il détruit. Il ne critique pas pour améliorer, mais pour affaiblir la confiance et éteindre l'espoir. Et d'ajouter aussi que l'opposition peut très bien présenter une proposition de loi interdisant aux hommes d'affaires d'assumer des responsabilités gouvernementales et les obligeant à quitter la vie politique si vous ne souhaitez pas qu'ils y soient présents. Fin de cette citation, déclaration de Mohamed Choukri, président du groupe RNI au Parlement, à la Chambre des représentants pour être plus exact. Commentaire. Sofiane Chahid. Commence par moi. Surtout que cette déclaration, elle intervient en plein milieu d'un scandale de passation de marché de médicaments qui bouscule, éclabousse le gouvernement, plus particulièrement le ministre de la Santé. Parenthèse fermée. Je pense que le ministre de la Santé a eu l'occasion de s'expliquer en commission. Oui. Il a présenté ses arguments. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas... on est dans une démocratie, on veut être une démocratie exemplaire. Il ne faut pas accuser l'opposition de nihilisme parce que c'est le rôle de l'opposition de critiquer le gouvernement. L'opposition ne veut pas qu'applaudir tout ce que fait le gouvernement. Et je ne sais pas si
le PJD, pour ne pas les nommer, qui sont à l'origine de ce scandale, on l'en fait de mauvaise foi ou pas. Mais en tout cas, c'est bien, ils ont mis sur la table ce sujet. Ça a fait une polémique au niveau national. Ça a permis au ministre de la Santé de s'expliquer. Mais je pense que c'est la vie démocratique saine. Mais la vie démocratique saine, comment on peut parler de l'opposition qui peut présenter une proposition de loi interdisant aux hommes d'affaires d'assumer des responsabilités gouvernementales, sachant que cette proposition de loi, parce que c'est la démocratie qui le veut, ne passera jamais, puisqu'ils n'ont pas la majorité. Le Conseil constitutionnel stopperait une telle loi, parce qu'elle est anticonstitutionnelle. On ne peut pas cibler une catégorie des citoyens, les empêcher d'exercer pleinement leurs droits civiques. Alors comment expliquer cette peut-être que c'est une citation. C'est un tacle politique. Voilà, une pique lancée à l'opposition, peut-être. Oui. Moi, honnêtement, j'ai du mal à bien saisir tous les contours de la déclaration, parce que dans nihilisme, déjà, ça veut dire rien. Ça vient de nihilo. C'est-à-dire que l'opposition dise, parce que ce serait ça la définition de nihilisme, oui, qu'il ne se passe rien, parce que sinon on ne parlerait pas de nihilisme. Je ne vois pas en quoi ce serait très dérangeant d'un point de vue démocratique, parce que la majorité actuelle, à savoir RNI, plus PAM, plus Istiqlal, totalise très exactement 270 sièges sur les 395, ce qui nous fait une moyenne de 68%, ce qui fait que même les textes de loi qui doivent passer aux 2/3, normalement la majorité parlementaire a de quoi les faire passer. Donc, qu'une opposition, en rappelant que l'USFP pèse moins de 8% des voix de 2021, que le PJD pèse à peu près un peu plus de 7% des voix, ils seraient dans leur rôle. Et quand bien même ils seraient dans leur rôle et que ça ne plairait pas à la majorité a largement les outils de faire passer ces lois et donc d'avoir les leviers qui permettraient aux législatifs de suivre le travail de l'exécutif. Donc, sur le volet de l'opposition, qui affaiblirait la confiance, éteindrait l'espoir, je ne suis pas forcément d'accord, parce que la majorité parlementaire a tous les leviers exécutifs et législatifs pour mener à bien ses politiques et sans forcément devoir accorder une attention outre mesure à ce que dirait l'opposition. En revanche, là aussi, parce que vous avez évoqué le sujet, s'il devait y avoir un sujet, je pense qu'on doit le traiter de manière un peu plus dépassionnée, c'est-à-dire que s'il y a un sujet qui est évoqué sur la table, qu'il y ait une commission parlementaire, comme ce qui se passe en France par exemple, que des gens viennent présenter leurs arguments, et que si ça dépasse le cadre de la commission parlementaire, que chacun prenne ses responsabilités. Mais il est vrai que pour l'observateur lambda, qui prend un peu de distance, quand on entend certaines allégations, elles me semblent suffisamment sérieuses pour qu'à minima, elles ne soient pas suivies d'une commission. Tout d'abord pour protéger la partie qui a été évoquée. Pour que la partie qui a été évoquée, ou les parties qui ont été évoquées, les partis au sens, pas partis politiques, les partis avec un E, qu'elles puissent fournir leurs arguments, parce que au-delà même d'un sujet de parti, mais sans eux, c'est un sujet de personne, et c'est un sujet peut-être l'honneur est un mot trop fort, mais ce serait de bon ton de donner l'occasion aux personnes, parallélisme des formes juridiques, de la même manière que leurs noms ont pu être évoqués, de leur donner l'occasion devant tous les Marocains de fournir leurs arguments. Et je pense que ce sera très suivi, on parlait des réseaux sociaux, parce que l'observateur marocain peut être un petit peu blasé par certaines interventions un peu convenues, mais quand il s'agit de sujets de fond, là, il y aura des vues, il y aura du suivi, et c'est comme ça qu'évolue la vie politique. Donc pour répondre, si on critique l'opposition en disant « elle pense que rien n'est fait », nihilisme, je pense qu'elle est dans son rôle et à la rigueur, ça n'impacte pas réellement les lois qui peuvent passer. Si on parle d'autres affaires, là, je pense qu'il faut les passer de manière structurée, carrée. On ne peut pas juste les évoquer et puis passer à autre chose. C'est soit on a des arguments et on les sort et les partis se défendent, soit on n'a pas d'arguments et ce serait de bon ton de se réfréner sur des déclarations qui, pour le coup, peuvent perturber un certain fonctionnement de la vie politique. Est-ce que le business et la politique peuvent perturber ce certain fonctionnement de la vie politique ? Je ne pense pas, parce que je pense que les États-Unis ne sont pas une petite économie. Et je pense qu'Elon Musk n'est pas un petit entrepreneur. Je pense que Trump, dans l'immobilier, n'était pas tout à fait un petit entrepreneur. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui a fait quand même 2 quinquennats, était à la tête d'une banque d'affaires, en tout cas était associé dans une banque d'affaires. Je pense que c'est un faux procès. Je pense que si on prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine, quel qu'il soit, notamment le domaine des affaires, il a plus de propension à connaître les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux sociétaux. Et vouloir exclure parfois les meilleurs d'entre nous, parce que ceux qui réussissent dans les affaires, c'est qu'ils ont des compétences, soit des soft skills, soit un QI supérieur à la moyenne, pour parler de manière très triviale. Ils ont quelque chose à apporter que n'apporteraient pas d'autres. Donc moi, vouloir éliminer une partie de la population, c'est comme ça que je le comprends, j'exagère un petit peu, c'est pas tout à fait ce qui a été dit. Je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il faut qu'il y ait suffisamment de garanties en amont, en aval et pendant, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Mais ça, c'est le propre d'une démocratie comme le Maroc. Mais être un peu restrictif à l'accès de certaines franges de la population,
Non, moi, je ne trouve pas ça très pertinent. Très bien. Alors, oui, Soufiane Chaïd. Réagir sur ça. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'être homme d'affaires, c'est une question de conflit d'intérêts. C'est ça, en fait, le débat où il doit se situer. Est-ce que dans sa position, l'homme politique ou le chef du gouvernement va profiter de sa position pour s'enrichir? Mais après qu'il soit homme d'affaires ou pas, je pense que ça ne concerne pas vraiment les gens parce qu'on a eu des hommes d'affaires qui étaient de très bons premiers ministres. On a eu Drijto, on a eu Amrani. Donc, ce n'est pas quelque chose de très nouveau et de très bizarre dans l'histoire de nos gouvernements. Et surtout, un Drijto qui était un Premier ministre technocrate. Exactement. Puisqu'on parle économie, cette fois, on va parler de financement de notre économie et cette déclaration du nouveau président de l'autorité marocaine du marché des capitaux, Tariq Snaji, c'était à l'occasion d'une rencontre sur les moyens de mobiliser l'épargne pour financer notre tissu économique, puisqu'elle reste très marginalisée, cette niche, et il faut, puisqu'on cherche tous les moyens pour financer notre économie. Tariq Snaji qui déclarait donc que l'épargne collectée auprès des investisseurs est réinvestie dans les instruments financiers émis par des émetteurs publics ou privés. Cette formation de capital devient une véritable locomotive du financement de l'économie marocaine. Pourquoi, messieurs, on peine à mobiliser l'épargne? D'abord, un diagnostic sur l'épargne nationale. Soufiane Chaïd. Alors, l'épargne nationale, selon les chiffres de l'HCP, en 2025, c'était 28,3% du PIB, ce qui est énorme. Est-ce que une grande partie de cette épargne ne va pas dans l'investissement et dans les circuits bancaires, etc. L'autre chiffre qu'on doit retenir, c'est que la majorité, disons une grande partie du financement de l'État vient de cette épargne à travers les OPCVM. Oui. Parce que 40% de ce que détiennent les OPCVM sont des bons de trésor. C'est-à-dire que c'est de l'endettement de l'État. Et pour financer nos infrastructures et tout, l'État compte en première, plus que l'endettement international et tout, en premier lieu sur la mobilisation de l'épargne publique et privée. C'est pour ça que plus on mobilise de l'épargne, moins on aura de difficultés de financer nos investissements qui sont colossaux d'ici 2030. C'est pour ça que je pense que cet axe Snaji a parlé de trouver les mécanismes pour plus mobiliser cette épargne. Comment élargir la base d'investisseurs pour accélérer justement l'inclusion financière d'abord et la mobilisation de l'épargne nationale? Je pense que, moi, de mon avis, il y a un effort à faire au niveau de la fiscalité. Je pense que la fiscalité au niveau de l'épargne n'est pas très encourageante. Il y a eu des réformes il y a longtemps, par exemple, pour mobiliser l'épargne dans ce qu'on appelle, dans le jargon bancaire, les contrats assurance vie et assurance retraite. C'est-à-dire, plus de 8 ans, vous ne payez pas d'impôt, vous ne payez pas l'IR. Ça, on peut le généraliser sur plusieurs contrats d'épargne, sur les OPCVM, etc. Je pense qu'il est temps que le gouvernement donne un cadre beaucoup plus incitatif fiscalement pour mobiliser l'épargne. Très bien. Un commentaire, Hicham Ben Saïd Alaoui, avant qu'on passe à la prochaine citation. Je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont liés. D'abord, je salue l'excellent travail de l'AMMC. À aujourd'hui, nous avons moins de 400 entreprises qui sont agréées pour gérer, je pense, 378 très précisément, ce qui montre bien le sérieux de la sélection. J'ai des amis, par exemple, qui ont postulé, des amis de grande qualité, qui ont eu leur sésame, mais qui ont dû vraiment passer par un parcours du combattant. Je le dis de manière très favorable parce que c'est comme ça qu'on moralise ce type de structure. Et une fois qu'on met son argent au prix d'un des 378 organismes, on est à peu près sûr qu'il ne se passera rien de bien méchant. Après, plusieurs sujets s'entrechoquent ici. Parce que lorsqu'on parle d'épargne, d'abord c'est un sujet de vulgarisation et de culture financière. Parce que si vous avez un certain nombre de nos concitoyens qui sont familiers avec ces mécanismes, un certain nombre est peut-être plus important, l'est beaucoup moins. Et il va vous dire, si j'ai un peu d'argent, je vais acheter un terrain, je vais acheter un appartement, je vais mettre peut-être dans mon matelas, pour reprendre l'expression caricaturale, et peut-être voir venir douerzmen, comme on dit en dérija. Et peut-être qu'il y a moins cette culture. Deuxième sujet, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'origine des fonds. Parce que on a beaucoup fait pour lutter contre l'informel dans ce pays. On a mis en place de l'ICE, l'identification commun des entreprises dès 2016. Beaucoup de très bon travail fait par le ministère des Finances et de la privatisation. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et
un certain nombre de nos concitoyens peuvent se retrouver à la fin de l'année avec du cash, que ce soit des métiers qui génèrent du cash, pas forcément déclarés, et qui vont se dire, si je vais le réinjecter via un OPCVM ou autre, ces OPCVM étant très normés, très structurés, ils vont forcément peut-être faire une déclaration de soupçon, comme on appelle, ou en tout cas faire une alerte pour dire, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient nous voir avec 400 000 dirhams et qui veut investir dans un OPCVM. Donc je pense que déjà en amont, une fois qu'on aura réglé totalement la problématique de l'informel, ou en tout cas qu'on l'aura réglé davantage, même si beaucoup de très belles choses ont été faites, on aura une population davantage bancarisée. Aujourd'hui, on est à 58%, et vous voyez beaucoup de gens qui ont 3 à 4 comptes. Et ils sont comptés dans les 58%. Les 58%, ils sont biaisés. Ils sont impondérés. Une fois qu'on aura détruit le cash, pour parler très trivialement, à la française ou à l'italienne ou à l'américaine, le cash restera marginal pour 2-3% de nos opérations quotidiennes, et qu'on sera dans de la digitalisation bancaire. Là, les fonds seront tracés et beaucoup de gens vont se dire maintenant j'ai de l'argent qui est déclaré, tout le monde est au courant et j'ai envie d'investir. Il y a encore beaucoup trop de cash en circulation et je pense qu'une fois qu'on aura réglé ce pendant de cash en circulation, et je ne parle pas d'activités illicites, c'est des gens qui ont des activités, à la fin de la journée, ils ont du cash. Est-ce qu'ils l'ont déclaré ou pas, je ne suis pas leur conseil fiscal, mais il y a du cash en circulation. Alors, en parlant de cash, sans transition en tout cas géographique, là, on va traverser l'Atlantique. On va à Washington qui a, il faut le dire, déroulé le tapis rouge et le mot est faible, au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui a été reçu avec tous les honneurs à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump et qui non seulement a confirmé les 600 milliards de dollars d'investissement saoudien aux États-Unis, mais a augmenté ce chiffre pour atteindre 1000 milliards de dollars d'investissement. Mohammed Ben Salman, prince héritier et Premier ministre d'Arabie Saoudite, qui déclarait depuis Washington « Nous croyons en l'avenir de l'Amérique. Je crois, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui et demain, nous pouvons annoncer que nous allons augmenter ces 600 milliards à près de 1000 milliards de dollars pour l'investissement. » Une question très très simple. Comment cette stratégie saoudienne, Hafid Boutaleb, pourrait impacter les équilibres géoéconomiques mondiaux? Eh bien, première chose, le F-35. C'est inclus dans les 1000 milliards. Et le F-35 fera de l'Arabie Saoudite le deuxième pays au Moyen-Orient à avoir cette arme de pointe. Après Israël. Ce qui ne rassure pas beaucoup à Tel Aviv, disons-le clairement. Ils perdent un peu l'avantage militaire, quoi. Oui, voilà. Ils perdent l'avantage militaire face à un pays quand même qui est bien plus grand, bien plus riche. Et puis, il y a aussi le nucléaire civil. Alors, ce que demandent les Saoudiens, c'est que quand même qu'ils puissent garder l'option du nucléaire militaire, puisque les Israéliens l'ont. Là-dessus, les Américains sont un peu plus prudents. Et il y a les technologies de pointe, les minerais critiques dont on parlait tout à l'heure. Et là-dessus, effectivement, ça rentre dans cette... Donc tout cela bouleverse la géopolitique locale, en tout cas au Moyen-Orient. Dans le monde, c'est parler trop vite, mais ça paye puisque la dans proposition... le monde, si on parle d'IA et que on positionne... Déjà, il y a un pays qui s'est déjà positionné sur... ou qui a pris de l'avance, j'ai envie de dire, sur ce segment, c'est les Émirats arabes unis. Oui. Déjà se distingue dans la région. Mais si là, l'Arabie saoudite aussi prend... Donc, et on a le géant chinois, c'est à se poser peut-être quelques questions aussi par rapport à cette bien évidemment, bien devant. Mais c'est aussi par rapport à ce positionnement américain dans cette région, par rapport à la Chine. C'est le transfert de la puissance de calcul de plus en plus favorable à Riyad par rapport aux Émirats. Et Riyad, de toute manière, avait imposé cette nécessité des headquarters d'être localisés à Riyad et pas à Dubaï. Donc, finalement, il y a vraiment une lutte qui ne dit pas son nom entre les deux pays. Il y a aussi cette résolution historique adoptée par rapport à Gaza, dans laquelle est nommément citée la proposition franco-saoudienne. Donc vraiment, on voit une montée en gamme de l'Arabie saoudite. La reconnaissance de l'État palestinien. Oui, la reconnaissance de l'État palestinien. Donc on voit... Condition sine qua non pour normaliser avec Israël. Condition sine qua non de l'Arabie saoudite donc aussi. Le prince héritier vraiment impose son agenda et il paye cash, comme vous le disiez,
pour que cela puisse se traduire sur le terrain. Messieurs, quel positionnement pour le Maroc dans ce nouvel ordre d'investissement? Disons que le Maroc, si on fait un jeu à 3 bandes, disons que le Maroc est l'allié de l'Arabie Saoudite et donc c'est bien dans notre intérêt si l'Arabie Saoudite devient une superpuissance dans le Moyen-Orient. Là, on voit que Trump, disons, a relégué Israël, qui était, disons, la championne américaine dans le Moyen-Orient, qui était le gendarme du Moyen-Orient. Là, il y a plus une montée en puissance de l'Arabie Saoudite et disons-le clairement, ça tient au rapport personnel entre MBS et Trump, puisque Trump, après sa réélection, il est parti en mai en Arabie Saoudite, il a fait une grande visite où c'est là où les 600 milliards ont été annoncés, qui vont ensuite augmenter à 1000 milliards. Donc, oui. En l'espace de 6 mois. Hein. En l'espace de 6 mois. Oui. On verra, parce que c'est des annonces, on verra si ça sera concrétisé ou pas. Mais en tout cas, Trump se veut comme le président des investissements étrangers aux États-Unis. Et pour le flatter, bien sûr qu'on va annoncer des chiffres délirants d'investissement pour maintenir son amitié. Après, pour le Maroc, je pense que ce sont deux de nos amis, que ce soit l'Arabie Saoudite ou les États-Unis. Donc, géopolitiquement, je pense que c'est bien pour nous. Très bien, nous allons à présent clôturer ce débrief avec le foot. Le foot, des bonnes nouvelles. Il y a d'abord ce ballon d'or, 5e ballon d'or africain qui vient du Maroc. C'est notre Achraf Hakimi national qui a donc, à l'issue de cette cérémonie de remise des prix de la CAF à Rabat, a déclaré, ou en tout cas a tenu à remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a offert toutes les conditions pour progresser et développer le football marocain. Et donc, cette déclaration aussi, la suite de cette déclaration d'Achraf Hakimi, ce prix est dédié à tous les enfants africains et marocains qui rêvent de devenir footballeurs, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont cru en moi chaque jour. Hicham Ben Saïd Alaoui, donc bon, ça nous fait tous sourire. Il est arrivé hier avec son slham et sa trottinette, parce qu'il faut rappeler qu'il a été blessé. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement, Inch'Allah, Allah Ychafé. Et aussi cet espoir depuis le Qatar déjà. Depuis le Qatar, c'est Lyon qui ont donné espoir. Et d'ailleurs, on le voit, on a aussi des champions du monde moins de 20 ans. Tout à fait. Non, ça c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une coïncidence. Parce que hier, on a beaucoup parlé d'Achraf Hakimi, mais son homologue féminine, Rizlan Chebak, qui a gagné. Chez les jeunes, Ousmane Mahamma, qui était le meilleur joueur de la Coupe du Monde U20, et Douha Madani, qui joue à l'AS FAR, qui a été également primé. C'est-à-dire que si vous prenez un peu de recul, vous avez la meilleure joueuse jeune et senior, vous avez le meilleur joueur jeune et senior, vous avez des joueurs issus de la diaspora, comme Achraf Hakimi, qui est né en Espagne, comme chacun sait, à Getafe, à côté de Madrid. Certains qui ont grandi ici. Certaines, comme Douha Madani, qui est un pur produit du football féminin 2.0, avec une structuration impulsée par Fawzi El-Rja. Rizlan Chebak, qui est un peu l'héritière d'un football féminin qui était balbutiant il y a une quinzaine d'années, sans lui faire offense à son âge quand elle a commencé, et par la suite, où ça s'est un peu plus professionnalisé, sans parler de Ousmane Mahamma, qui est né à Montpellier, qui joue maintenant à Watford en Angleterre. Et là, vous avez toute la symbolique qui est résumée. Le lien indéfectible entre les Marocains d'ici et leur diaspora. Statistiquement, nul besoin de rappeler que chaque Marocain a au moins un membre de sa famille qui vit en dehors du Maroc, les 5,8 millions d'habitants approximativement. Vous avez un centre Mohamed VI, vous avez des conditions de travail. Vous avez des activités comme l'Union sportive de Touarega qui gère de la post-formation, c'est-à-dire sortis de l'académie et qui vont s'aguerrir, jouer en première division. Des joueurs, et non des moindres, comme Zabéré, meilleur buteur de la compétition, comme Sadq, comme Zehouani, l'arrière-gauche, comme les 5, 6, 7, 8, 9 joueurs qui ont joué, Mouad Dahak et tous les autres. Et tout ceci, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand vous avez un centre qui sort des très bons joueurs, qui sont post-formés pour certains en Europe, ou bien post-formés dans un club comme l'Union sportive de Touarega, mais d'autres clubs, on a eu d'autres joueurs de l'académie qui ont joué au Wydad, par exemple, qui ont joué au Raja, qui ont joué à l'AS FAR. Lorsque vous avez un lien indéfectible entre les Marocains d'ici et leur diaspora,
qui permet d'avoir un Brahim Diaz qui porte les couleurs marocaines, un Achraf Hakimi qui aurait pu être titulaire à la Roja tous les jours. Brahim Diaz pouvait être titulaire tous les jours. Beaucoup d'autres joueurs auraient pu être titulaires aux Pays-Bas, comme Hakim Ziyech, comme Nasser Mezraoui. Ce n'est pas du chauvinisme, c'est des gens, quand on voit les titulaires actuels des équipes des Pays-Bas, d'Espagne, de France, il y a beaucoup de joueurs binationaux chez nous qui sont très largement supérieurs. Et donc, ils avaient leur place. Et donc, quand le travail est bien fait, quand il y a une belle stratégie avec une magnifique vision royale et que le travail est décliné par des stakhanovistes et des gens qui sont passionnés, comme Fawzi Rja et son équipe, ben, ça va donner ce type de résultat. Si une année, on est un peu lésé parce que Achraf Hakimi méritait de la gagner bien avant, ça va finir par payer. Et au passage, qu'on a parlé d'Arabie Saoudite avant, et vous avez aussi la géopolitique qatarienne, parce que le PSG, Champions League européenne, Ousmane Dembélé Ballon d'Or, Achraf Hakimi Ballon d'Or africain, voilà comment on positionne un pays qui fait quelques centaines de milliers d'habitants sur l'échiquier international par de la géopolitique ou de la géostratégie non politique. Et il était à Rabat, le président du PSG. Pour venir soutenir. Exact. Parce que ça, c'est aussi... Alors qu'il ne le soutenait pas pour le Ballon d'Or. Hein, exactement. Sur le Ballon d'Or, je dirais c'est autre chose parce que, historiquement, seuls 2 défenseurs ou non offensifs l'avaient gagné. Oui. Et je pense par pur pragmatisme de chef d'entreprise, il a dit, je veux optimiser mes chances, que quelqu'un gagne, autant miser sur un Dembélé qui est en plus de la région parisienne, etc. Mais en tout cas, et ça c'est aussi une corde à l'arc de notre royaume, c'est qu'on a su tisser d'excellentes relations avec des Qatariens, avec des Émiratis, avec des Saoudiens. Et parfois, ils étaient en conflit entre eux et nous étions en bon terme avec les 3 en même temps. Donc, ça que ce soit en termes de proximité, par exemple du Qatar, d'Arabie Saoudite, des Émirats, qui sont nos grands frères aussi. Lorsque vous avez parlé de proximité des pays de résidence de nos binationaux qui jouent en équipe nationale, lorsque vous avez des infrastructures sur place, en fait, c'est un vrai plan stratégique, très bien décliné, et c'est tout sauf un hasard. Et félicitations Achraf, c'est mérité. Moi, je vous ravis la casquette pour poser une question. Est-ce que Hakimi va jouer la CAN? Si Hicham. Il n'est pas médecin. Je ne suis pas forcément médecin. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que si Hakimi n'est pas à 100%, qu'il ne joue pas. Parce qu'il peut y avoir des séquelles pour la suite de sa carrière. Et puis, l'histoire a prouvé que quand des joueurs jouaient ne serait-ce qu'à 95%, ce n'était pas l'idée du siècle. J'espère qu'il va se remettre. Je l'ai vu faire sa rééducation. Mardel Walidine, comme on dit aussi. Donc, normalement, il devrait la faire. Inch'Allah. Merci, messieurs. Merci. Merci. Sur une note d'espoir et d'optimisme. On finit ça pour commencer aussi le week-end sur une belle note. Merci, Hicham Ben Saïd Alaoui. Merci encore une fois. Merci, Hafid Boutaleb. Et merci à vous aussi, Soufiane Chahid. Voilà, merci à vous pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez toujours revoir cet épisode sur nos plateformes numériques. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end à toutes et à tous.